Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Pour les actualités, je suis allé rencontrer la mairesse d'Amqui, Sylvie Blanchette, qui nous fait une mise à jour du projet de relocalisation de l'hôtel de ville au centre socio-culturel et de réfection du Carrefour sportif. David Jarre qui est venu s'entretenir avec nous pour nous parler du marché nomade de la Matapédia. Hendrix Vachon, l'économiste principal du mouvement Desjardins, est venu nous expliquer le plan de match du gouvernement fédéral pour contrer l'inflation. Et Aurélie Tremblay est venue nous parler de son entreprise Complice Numérique. Mais tout d'abord, vos actualités matapédiennes. Voici maintenant vos actualités matapédiennes de ce vendredi 22 juillet. Pour souligner son 100e anniversaire, Promutuelle Assurance de l'Estuaire a choisi de soutenir une douzaine de causes en remettant pas moins de 100 000 $ à divers organismes jeunesse de la région. Du côté de la Matapédia, les membres de l'équipe de l'Estuaire ont choisi de verser un montant de 10 000 $ à l'organisme Cosmos La Matapédia. Ce choix correspond aux valeurs qui sont à la base de l'organisation, soit l'entraide et la collaboration. Rappelons que Cosmos La Matapédia veille au développement du potentiel des jeunes de 0 à 30 ans en créant différentes initiatives pour le bien-être de la communauté. La fin de semaine dernière s'est tenu le tournoi annuel de tennis en simple à Amqui. Cette année fut une édition spéciale puisque Charles-Éric Poirier, coordonnateur du Club Espace Tennis Matapédien, et la ville d'Amqui ont d'un commun accord renommé l'événement. Désormais, le tournoi portera le nom de Tournoi de tennis Linda Saint-Amand. Cette décision a été prise pour souligner les 45 années d'implication bénévole de cette grande dame du tennis de la région. Passionnée et autodidacte, Linda Saint-Amand a transmis ses connaissances de la discipline sportive à autrui en devenant entraîneur et a contribué au développement du tennis en région, plus particulièrement à Amqui. Cette édition du tournoi a également attiré plusieurs athlètes provenant, entre autres, de Gaspé, Carleton, Matane, Rimouski et Trois-Pistoles. Pour les classes A et B, les champions sont respectivement Maxime Lavergne de Carleton et Zoé Lévesque de Rimouski. Au niveau de la catégorie des jeunes de 6-12 ans, c'est Loïc Gagnon qui a remporté le trophée. Au début du mois, l'artiste Gueuse a lancé son nouvel album qui s'intitule Malandreux. Le titre réfère à du bois malandreux dans lequel il y a des nœuds pourris. Pour la réalisation de cet album, l'artiste d'Albertville a utilisé une guitare acoustique. Les amateurs des œuvres de Xavier Sénéchal remarqueront une similitude dans le concept de cet album avec celui nommé Malocœureux. L'album peut être téléchargé par l'entremise du site bandcamp.com. Une nouvelle télé-réalité sera diffusée au printemps 2023 sur les ondes d'UniTV. Cœur de troqueur permettra à des camionneurs et camionneuses de partir sur les routes canadiennes à la recherche de partenaires amoureux qui ne craignent pas l'amour à distance ni les horaires atypiques. Parmi les 7 candidats qui ont été dévoilés, un de ceux-ci est familier à la vallée de la Matapédia, soit Régis Jenkins, 26 ans, natif de Val-Brillant. Au total, il n'y aura que 4 candidats qui seront retenus pour participer à cette grande aventure télévisuelle. Cette nouvelle émission sera animée par l'humoriste P.A. Méthode. Nous souhaitons bonne chance aux candidats matapédiens. Le BDiste de Saint-Xénon du Lacomquie, Nick Michaud, a lancé son 3e tome de sa populaire série Bière dessinée. L'artiste matapédien avait connu beaucoup de succès avec les 2 premiers albums qui regroupaient l'histoire des microbrasseries des régions de la Gaspésie-Bas-Saint-Laurent et de la capitale nationale. Ce 3e opus raconte le milieu brassicole des cantons de l'Est. Dès que Michaud a conservé la même formule que les 2 albums précédents, chaque microbrasserie est représentée avec une page de bande dessinée à laquelle y est ajoutée la carte des bières et des publicités dessinées de commerces avoisinants à visiter lors d'une tournée épicurienne.
Mardi dernier, le chanteur du groupe musical Les Cowboys Fringants, Carl Tremblay, a publié une vidéo sur la page Facebook du groupe pour annoncer à son public qu'il fait partie maintenant de cette famille de gens qui ont à tous les jours à se battre contre le cancer. Carl Tremblay a reçu un diagnostic du cancer de la prostate en janvier 2020. L'interprète de L'Amérique pleure désire poursuivre la tournée prévue, mais en raison de sa santé, celle-ci pourrait être modifiée. Le spectacle prévu dimanche lors du festival Fort Cozap à Cozapscal aura toujours lieu et on peut s'attendre à une soirée riche en émotions. On souhaite bon courage à Carl Tremblay. Avec l'arrivée des vacances de la construction, la Sûreté du Québec lance l'opération La sécurité ne prend pas de vacances. Du 22 juillet au 7 août, les corps policiers intensifieront leurs interventions, autant sur le réseau routier que sur les plans d'eau et les sentiers. Cette opération vise à rappeler à tous les usagers qu'ils doivent appliquer les règles en matière de sécurité routière et récréo-touristique, soit le port du casque en véhicule tout-terrain et le port de la veste de flottaison lors des sorties nautiques, afin d'assurer leur sécurité ainsi que celle des autres. La période des vacances de la construction représente le moment de l'année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est particulièrement élevé. Si vous vous déplacez dans les prochaines semaines, soyez prudents. Voilà ce qui complète les actualités matapédiennes de ce 22 juillet. Je vous souhaite une bonne émission. Lors de la dernière séance du Conseil de la ville d'Amqui, une résolution a été adoptée, soit la démolition des bâtiments situés au 47 et 49 rue du Carrefour sportif. Cette résolution, donc cette étape, va permettre le cheminement vers la réalisation du déménagement de l'hôtel de ville au centre récréo-culturel et de la rénovation du Carrefour sportif. Donc, pour faire un compte-rendu de la situation, je suis avec la mairesse Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie. Bonjour Marc, heureuse de te retrouver. Moi aussi, ça faisait un petit bout de temps là, que je ne t'avais pas interviewé. Bonjour, hey, là, c'était le temps, là. On était dû. Fait que là, on parle là, que la résolution pour la démolition des bâtiments, mais je pense que ça, c'est une étape importante pour la réalisation des projets. Bien, c'est une étape importante, effectivement, pour la réalisation, parce qu'on le sait qu'on a le projet de réaménagement du carrefour sportif. Donc, c'est un projet où est-ce qu'on refait tout ce qui est le stationnement. On va rajouter même un terrain de basket. Il va y avoir le skatepark qui va être amélioré. Et c'est sûr qu'aussi, avec le projet de relocalisation de l'hôtel de ville, c'est qu'à un moment donné, on manquait un peu d'espace parce que, bon, il y a les stationnements aussi qu'on doit avoir. Donc, c'est ça. Là, on se posait la question. On a discuté aussi avec quand même les ingénieurs, les architectes. Fait que là, ils nous disaient, bien, regarde, là, vous avez quand même un très, très beau projet, mais là, il y a quelque chose, tu sais, dans le décor qui... C'est difficile à englober avec ça. Ça fait que c'est ça. En fin de compte, on a rencontré les deux propriétaires du 47 et du 49. On a eu des discussions avec eux autres et ils ont accepté de céder leur maison, de vendre leur maison. Ça fait que ce qui est parfait, parce que sinon, tu sais, je veux dire, les gens n'étaient pas obligés, mais si les maisons restaient là, bien, comme je te dis, dans le décor, ça aurait fait un petit peu spécial et on aurait manqué aussi d'espace. Fait que c'est pour ça qu'on est allé vers cette solution-là. Donc, maintenant que tout est accepté, que ça va se faire, bien, justement, quand est-ce que ça va se faire? Ah, ça, là, ce que tu apprends quand tu es dans le milieu municipal ou le milieu, tu sais, tout ce qui est les projets gouvernementaux ou quoi que ce soit, on fonctionne avec des subventions, c'est très long. J'allais dire c'est bien long, puis c'est pas mal long. Fait que c'est sûr que, bon, parce que le projet, on en parle, tu sais, il faut d'abord la conception, puis savoir un peu où on veut aller. Donc, au niveau du carrefour sportif, bon, on a déjà donné les plans, ça, on les a quand même pas mal. Et tu vois, en février, on a donné, là, on a fait des appels d'offres, on a donné le contrat pour les services professionnels en architecture et en ingénierie
pour la relocalisation de l'hôtel de ville. Fait que ça s'est fait en février. Fait que là, on attend même que ça soit déposé. Même, je te dirais aussi qu'en juin dernier, on a passé une résolution aussi pour transférer notre demande de subvention pour l'hôtel de ville du programme RICIM, qui est le programme de... il y a beaucoup d'acronymes, qui était le programme de réfection de construction pour les infrastructures municipales, qu'il y a un nouveau programme qui est sorti qui s'appelle, lui, le PRACIM, qui est le programme d'amélioration et construction des infrastructures municipales. Et ce qu'on a constaté, c'est que le programme PRACIM était beaucoup plus avantageux que le programme RICIM. Donc, on pouvait faire le transfert parce que, tu sais, tout ça, oui, c'est gros, mais quand on dit gros, on dit onéreux aussi. Et on veut le faire avec le maximum de subventions parce que c'est ça ce qu'on fait tout le temps. Nos gestionnaires sont toujours à la recherche. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme subvention? D'ailleurs, comme quand on a réalisé la passerelle J-Napoléon-Pérusse, c'est beaucoup de subventions qu'on est allé chercher pour que ce soit le moins possible à la charge des citoyennes et citoyens d'Amqui. Fait que là, c'est ça. Donc, on a fait cette modification-là au mois de juin. Bon, ça, ensuite, l'achat de bâtisses et la démolition des bâtisses, de toute façon, n'est pas tout de suite, là, que les gens n'aillent pas voir et dire ça ne sera pas avant novembre, ce qu'on a convenu, parce qu'il y a un des propriétaires qui a quitté, un des anciens propriétaires, tandis que l'autre, on leur laisse quand même le temps, les gens, de se relocaliser. Donc, c'est ça, fait que ça va aller juste en novembre pour l'autre, là, à peu près dans cette date-là. Là. De toute façon, si la personne se trouve quelque chose puis que c'est libre avant, ce sera avant, mais on lui laisse quand même le délai qu'elle a besoin, qu'elle a demandé. Oui, bien, tout à fait. Là. Je pense que c'est déjà gentil qu'ils aient accepté d'embarquer dans le projet, de céder leur maison. Fait que je pense que c'est la moindre des choses de leur laisser le temps de se trouver autre chose. Exactement, oui, absolument. Et là, tu me parlais du terrain de basketball et tout, mais il va y avoir aussi des bornes de recharge électrique. On en est où par rapport à ça? J'imagine qu'il y a des demandes de subventions qui ont été demandées. Ah, c'est ça, justement. Et Hydro-Québec ont sorti un programme qu'on pouvait appliquer. Et étant donné que c'est un programme qui va servir au niveau des infrastructures municipales, on pouvait appliquer jusqu'à 6 bornes. Donc, oui, on encore là, la résolution est passée, la demande de subvention est faite et c'est à ce moment-là, c'est qu'on attend aussi la réponse d'Hydro-Québec, mais on aura des bornes électriques sur notre terrain, justement, au niveau du carrefour sportif. Donc, il va être, qui va être autant utilisé pour les employés, parce que c'était ça un peu le programme d'Hydro-Québec, mais par les utilisateurs aussi de l'aréna, des infrastructures sportives, puis autant pour les passants qui vont venir stationner leur voiture, qui vont aller prendre une petite de la captive ou tous nos autres restaurants qu'on a, l'Ambassadeur, le Beau Séjour et tout ce qu'il y a comme restaurant, le Pastali, même la Libellule aussi, les gens vont pouvoir aller magasiner, aller se restaurer. Et, fait que ça va être ça. Étant donné que, c'est ça l'avantage, c'est que le carrefour sportif est quand même comme centre-ville, c'est près de tout, fait que les gens vont pouvoir faire une petite marche. Et avec les gens qui sont de plus en plus intéressés à l'électrification des transports, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des voitures électriques, donc c'est important pour Amqui de suivre la vague. De plus en plus, puis c'est ça, on veut suivre la vague. On sait que c'est aussi au niveau des changements climatiques. Ça fait partie de nos... de ce qu'on veut aller aussi. Ça fait partie de ce qu'on veut vraiment aller là-dedans. On veut offrir ça à nos citoyens, offrir ça, comme je te dis, aussi même aux passants. Mais c'est ça, regarde, on est dans la vague et on ne sera pas à côté. On va vraiment suivre, puis on est très sensibilisés par ce point-là. C'est un très, très beau projet. J'imagine qu'on a hâte que ça se réalise, mais comme tu mentionnes, il faut attendre les subventions. Il y a plein de demandes à faire. C'est toujours long. Ça se fait étape par étape. Mais là, ça se fait étape par étape. Bien, Sylvie Blanchette, merci beaucoup de nous avoir tenus à jour, de nous avoir mis à jour dans ce beau dossier là, qu'on a tous hâte un jour qui se réalise. Tu sais, d'ici quelques années, avant la fin de ce mandat-ci, on devrait pouvoir couper le ruban. Tu devrais avoir ton nouveau bureau. Je vais avoir un bureau à l'hôtel de ville. Merci, Marc. Merci. Ça me fait plaisir. Je suis présentement avec David Jacques pour parler d'un nouveau marché matapédien
qui a fait son apparition cet été dans la Matapédia, le marché nomade des producteurs de la Matapédia. Et nous sommes devant la passerelle J-Napoléon Pérusse, puisque lorsque le marché sera à Amqui, il sera sur place. Bonjour David, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Très, très bien. Pour commencer, j'aimerais que tu me parles un peu du concept du marché. Oui. En fait, c'est un regroupement de producteurs qui se déplacent à la rencontre de la population. Donc, on sait que les prix de l'essence sont quand même très élevés cette année. Puis on avait remarqué qu'il y a des zones dans la Matapédia où il y a un petit peu moins de commerce d'alimentation. Donc, c'était un peu dans les objectifs de se déplacer par la rencontre des gens, plutôt qu'eux se déplacent pour venir, par exemple, toujours à Amqui pour rencontrer les producteurs. Donc, eux vont à la rencontre de la population. C'est ça, parce que c'est un marché, justement, son nom le dit, c'est le nomade. Il est nomade, il fait plusieurs municipalités. Peux-tu me nommer ceux qui font? Bien, ici, à Amqui, c'est ça, ça va être sur la passerelle qui est derrière nous. Là. La nouvelle passerelle est très belle et puis elle est plus large que l'ancienne. En plus, il y a un toit, donc moi, je trouvais que c'était l'endroit vraiment parfait pour tenir un marché. On cherche aussi des lieux un peu emblématiques de la Matapédia. Donc, le samedi dernier, on était à Matamadja. On va aller à la gare à Sébec. Donc, on fait certains sites comme ça. Et puis, donc, un peu tout l'été. C'est toujours les samedis aussi. Pourquoi les samedis? Parce qu'on avait remarqué au marché public, on a fait un sondage, en fait, au marché public auprès de la population. Puis on demandait aux gens, entre autres, est-ce que le jeudi, c'est un bon moment pour le marché public? Est-ce que vous aimeriez que le marché public se déplace et tout? Puis la réponse était vraiment positive au niveau qu'il y ait un marché le samedi. Fait que l'idée est venue comme ça, en fait. Là. OK. Justement, là, tu viens de me dire un peu comment l'idée était venue. Ouais. Pourquoi avoir créé ça? C'est quoi les bases de ce projet-là? Oui, bien c'est ça, c'est que le sondage révélait qu'à peu près la moitié de la population aurait aimé qu'il y ait un marché le samedi. Donc, ce marché-là, le nomade, il est complémentaire au marché public. C'est pas de la compétition, c'est vraiment un marché complémentaire parce qu'il y a des gens qui veulent un marché le jeudi, mais il y en a qui peuvent pas le jeudi. Et puis parce qu'à cause du travail, à cause de plein de raisons. Puis le samedi, bien, c'est un moment approprié aussi pour tenir un marché. Puis dans la Métis, je donne l'exemple de la Métis, ils ont 3 marchés publics, puis une caravane. Eux, ils appellent ça la caravane. Donc je me disais, bien moi, ici dans la Matapédia, pourquoi qu'on n'aurait pas un marché public et un marché nomade, un marché ambulant qui va se déplacer? Je pense qu'on a la population pour ça, puis le désir aussi là, des gens. Fait que finalement, c'est ça. Puis il y avait aussi, ce qui ressortait du sondage beaucoup, c'était que les gens avaient envie d'avoir un marché sur une plus longue période de l'année. Ah, OK. Pas juste, tu sais, parce que le marché public se termine autour de la dernière semaine de septembre. Ouais. Puis souvent, mais c'est une période où les producteurs sont en abondance là, au niveau des légumes. Et puis, je dis, bon, ben regarde, faisons un marché ambulant qui va se déplacer puis qui va être en fonction plus longtemps. Là. Justement, parce que le marché nomade, ce n'est pas qu'un projet estival, ça continue même à l'automne. Oui, ça va continuer à l'automne jusqu'aux fêtes, là, à peu près. Ça va probablement se terminer par un gros marché de Noël. Si la COVID le permet, là, je mets toujours des bémols cette année pour depuis 2 ans, en fait, là, pour les événements de ce type-là. Mais oui, ça va se poursuivre en octobre, ça c'est certain, puis en décembre. OK. Ouais. OK. Puis, c'est quoi les producteurs qui vont être sur place? Les producteurs, c'est vraiment très, très varié. Donc, moi, ce que je voulais, c'était qu'on offre une vitrine aux nouveaux producteurs. Donc, le nombre de cabanes est limité au marché public. Donc, on ne peut pas avoir un nombre indéterminé de producteurs. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué pour les nouveaux, les jeunes qui se lancent en agriculture d'avoir leur place. Donc, en créant le marché nomade, c'était un peu l'objectif que je visais aussi, c'était de permettre à ces jeunes producteurs-là, parce qu'on en a vraiment beaucoup dans la vallée, là, des nouveaux, surtout au niveau du maraîchage, de leur fournir une vitrine pour qu'ils se fassent connaître puis qu'ils puissent vendre leurs produits. Ceci dit, les producteurs du marché public viennent également là, au nomade. C'est vraiment... il y a de la place pour tout le monde. Il y a un peu de tout. Puis, est-ce que c'est toujours les mêmes producteurs ou il va y avoir un principe de rotation? Non, vraiment, c'est selon l'intérêt du producteur. Ça sera jamais pareil. OK, parfait. Il va toujours...
Je donne un exemple, les fraises, il n'y en a pas à l'année. Donc, ouais. samedi dernier, on avait la fraisière du lac Pinot à Saint-Arcius. C'est sûr qu'eux, ils ne seront pas là en octobre. Ah ouais. Est-ce qu'il y a les fraises? C'est même chose pour la camerise. On va avoir la camerise de Saint-Alexandre, Majomé, qu'est-ce que ça s'appelle? On va les avoir en août, mais après ça, il n'y en aura plus. On en avait un peu parlé le 16 juillet dernier. C'était la première du marché nomade à cause abscale. Ouais. Comment ça a été? Ça a bien été. Ouais, Ça a ça a bien même été? très bien été. En fait, là, on a remarqué qu'il y a eu... en fait, il y a eu le même chiffre de vente qu'il y a à Amqui. Donc, fait qu'en 2 heures, parce que le marché nomade dure 2 heures, puis sans énormément de publicité, puis on n'avait pas de drapeau, on n'avait pas de fanion, on n'avait pas de chapiteau. Il fallait le savoir un peu qu'il y avait le marché, mais malgré tout, en 2 heures, c'est ça, on a fait le même chiffre de vente qu'en 3 heures à Amqui. Fait que c'est prometteur. Bien, félicitations. Merci. Eh bien, merci beaucoup, David Jacques, d'être venu à l'émission pour nous parler du marché nomade. Alors, pour les informations, sachez que le marché sera les samedis de 10h à midi. Voici quelques dates. Il sera de passage au lac Mcrou, au stationnement de l'église, le 30 juillet, à la gare de Sébec le 6 août, à la passerelle J-Napoléon Pérusse, exactement ce que nous trouvons en ce moment d'Amqui, le 13 août, au Parc du Centenaire, au lac au Saumon, le 20 août, et plein d'autres dates aussi seront disponibles en septembre, en octobre et même en décembre. Voilà. Donc, le marché nomade, un beau marché à surveiller dans les prochaines semaines. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Depuis plusieurs mois, on assiste à une hausse des coûts de la vie. Par exemple, le coût de la nourriture, le coût de l'essence. Il y a même également un long délai au niveau de l'approvisionnement. Et pour tenter de freiner cette inflation, la Banque du Canada rehausse son taux directeur, ce qui le mène maintenant à 2,5 %, ce qui est la plus haute hausse depuis août 1998. Pour nous aider à mieux comprendre la situation et les mesures en place par le gouvernement fédéral, je reçois l'économiste principal du mouvement Desjardins, Hendrix Vachon. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme j'ai mentionné, la Banque du Canada tente de freiner l'inflation qu'on vit actuellement en augmentant le taux directeur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en augmentant le taux d'intérêt directeur, ce qui va se produire, c'est que l'objectif premier, c'est de freiner la demande. Donc, quand on parle de la demande en économie, c'est la consommation, l'investissement, la construction. Donc, c'est plusieurs éléments là, qui composent la demande totale d'une économie. Donc, actuellement, s'il y a de l'inflation, c'est parce que la demande est trop forte par rapport à ce qu'on est capable de produire. Donc, on dit que la demande est plus forte que l'offre dans ce moment-là. Et là, c'est ce qui amène notre situation d'inflation trop élevée. Il y a aussi d'autres facteurs, là, mais essentiellement, là, quand on veut résumer ça, là, on se retrouve quand même un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, en augmentant le taux d'intérêt, son principal taux directeur, il y a des ajustements qui se produisent sur une multitude d'autres taux d'intérêt. Déjà depuis le début de l'année, avant même que la banque commence à augmenter son taux directeur, les taux obligataires, eux, avaient commencé à augmenter. Donc déjà là, ça avait commencé à se refléter là, sur certaines formes de crédit. Des taux d'intérêt plus élevés vont décourager ou du moins inciter les emprunteurs un peu moins empruntés. Donc décourager, je pense le mot est bon. On a découragé le crédit jusqu'à un certain point, pas nécessairement l'arrêter, mais le décourager un peu, ce qui devrait réduire à terme un peu la consommation, un peu l'investissement, et puis donc amener la demande dans une zone où elle générera moins d'inflation. Fait que s'il y a moins de demande, bien, l'offre va, même si l'offre n'augmente pas, on va être capable de fournir. C'est parce que là, en ce moment, ça ne fournit pas. Là. C'est comme ça qu'il faut qu'on comprenne. Ouais. Hein? Oui, mais il pourrait y avoir d'autres choses qui viennent de nous aider. Là. Donc là, j'ai parlé, la banque, elle peut pas, la Banque du Canada elle ne peut pas augmenter l'offre. On ne peut pas augmenter la quantité de pétrole, c'est pas la Banque du Canada qui génère ça.
On ne peut pas augmenter la quantité de travailleurs. Ce n'est pas la Banque du Canada qui produit les travailleurs. On sait comment ça fonctionne, c'est la société en général. Ceci étant dit, on pourrait quand même avoir des surprises de l'offre dans le sens où si la pandémie, ça évolue, disons, relativement bien, dans le sens où on n'a pas de nouveau confinement, pas de nouvelle vague qui réduirait significativement la force de travail, bien là, on pourrait avoir une offre qui se rétablit plus rapidement dans les prochains trimestres. On pourrait aussi avoir d'autres bonnes nouvelles du côté du pétrole ou d'autres matières premières. On voit que le pétrole a quand même baissé par rapport à son précédent sommet. On le voit déjà à la pompe, là, le prix de l'essence qui a commencé à diminuer, mais on le voit aussi pour d'autres sortes de matières premières. Là. Même le blé, là, entre autres, dans les céréales, là, quand la guerre en Ukraine avait éclaté, il y en a qui avaient montré que les prix des céréales avaient augmenté beaucoup. Bien, on voit une accalmie de ce côté-là aussi. Donc ça pourrait amener là, dans les prochains mois, prochains trimestres, des baisses de prix du bois, des baisses de coûts pour certaines entreprises. Et ces baisses de coûts-là pourraient se transmettre aussi finalement à l'inflation et aider l'inflation à diminuer. Donc, ça va jouer sur les deux tableaux. La Banque du Canada, elle peut jouer surtout sur la demande. Donc, en augmentant ses taux d'intérêt, les taux d'intérêt, la demande va se modérer, peut-être même baisser. Et puis, de l'autre côté, bon, l'offre est appelée à augmenter. Donc, le bout de chemin que les deux vont parcourir devrait faire en sorte qu'on se retrouve à une situation où l'inflation est plus près des 2 par année. C'est ce qui est la cible. Là. Oui, puis il y a des secteurs que la demande est plus facile à faire baisser. Si on prend l'alimentation, on ne peut pas demander au monde d'arrêter de manger un repas de moins par jour. C'est pas ça l'objectif, effectivement. Quoique, on peut toujours, des fois, essayer de rationaliser un peu quand même aussi son épicerie, de faire peut-être un peu moins de gaspillage. Hein. S'il y en a qui cherchent un prétexte, des fois, pour réduire le gaspillage alimentaire, on peut quand même avoir certains gains de ce côté-là. Peut-être un peu moins de sorties au restaurant. Là, c'est plus des fois à ce niveau-là qu'on va voir une adaptation de la demande, mais vous avez raison de dire, c'est pas nécessairement dans l'alimentation qu'on va voir les plus gros changements. Le plus gros changement anticipé, c'est dans le secteur de l'habitation. Là. On voit déjà les transactions immobilières ont beaucoup baissé. On s'attend à une baisse d'activité économique plus importante dans le secteur de l'habitation, qui est un secteur qui est plus sensible au taux d'intérêt. Vous entendez, ça implique de gros emprunts généralement. Donc, là, c'est là qu'on devrait voir le plus fort du ralentissement. Comme dans toute solution, hein, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Bon, dans celui-là, en augmentant le taux directeur, ça serait quoi les avantages et les inconvénients, là, soit pour les particuliers, les entreprises? Oui, bien, grande question là, qui est soulevée avec l'augmentation des taux d'intérêt. Un grand enjeu, c'est le risque. Si on parle de baisse de la demande, mais concrètement, il y a un risque de récession. Là. Donc, la demande, elle se modère trop. On pourrait arriver à un point où finalement on est dans une situation de récession. Puis pour 2023, là, c'est autour de 50 de chance, peut-être même légèrement plus, qu'on ait une récession d'ici 2023, là, au début de l'année. Puis une récession, bien, ça vient avec une augmentation du taux de chômage. Là, cette fois-ci, étant donné qu'on est déjà en pénurie de main-d'œuvre, beaucoup de postes vacants, même si on a une récession, les chances qu'on ait en même temps une très forte hausse du chômage sont assez faibles. On devrait quand même en avoir une légère, mais il ne faudrait pas faire des comparaisons avec les récessions précédentes. Ceci étant dit, ça peut quand même, aux oreilles de plusieurs, ça peut quand même sonner comme quelque chose de farfelu, de dire, bon, on monte les taux d'intérêt, puis finalement, on crée une récession. Donc, à quoi ça sert de monter les taux d'intérêt si on se crée un problème? En fait, l'enjeu principal, ça demeure l'inflation. Il faut se poser plutôt la question, c'est qu'est-ce qui se passerait si on laissait l'inflation aussi élevée que ça pendant très longtemps? Okay. Bien, éventuellement, à force de miner le pouvoir d'achat, on finirait aussi par avoir une récession, puis sans doute beaucoup plus grande que la récession qui est à risque d'arriver dans les prochains trimestres. Donc, attendre finalement pour être pire encore. Donc, il n'y a pas de solution parfaite, malheureusement, dans une situation d'inflation. Ce que la Banque du Canada cherche à faire, c'est de choisir, en fin de compte, la solution la moins pire, qui est actuellement d'augmenter les taux d'intérêt, qui est d'aller un peu plus vite à court terme, là, mais pour le plus vite possible, reprendre le contrôle sur l'inflation et éviter qu'on se retrouve dans une situation comme au début des années 80 où l'inflation avait persisté à des niveaux élevés pendant plusieurs années. Ça, c'est le scénario à éviter. Là, on parle beaucoup de la pandémie et la guerre en Ukraine qui cause cette inflation-là, mais c'est quoi la part de ces deux événements-là? Ou est-ce que
c'est quoi les autres événements aussi qui rentrent en ligne de compte qui fait qu'on a une inflation en Ben, ce moment? c'est pas le virus qui a contaminé l'économie, là. Non. On dit la pandémie, c'était quand même, je dirais, c'est plusieurs éléments qui ont fait en sorte que la- le contexte de pandémie a fait en sorte que Oui, ça a c'est amené un ça. terrain fertile à l'inflation, dans le sens où on a fermé des entreprises, on a restreint des secteurs d'activité, donc on a restreint l'offre, en même temps que les gouvernements ont été très généreux au point de vue distribution d'argent. Puis en plus, avec la complicité des banques centrales qui ont, en guillemets, imprimé l'argent. Donc, les banques centrales achetaient la dette des gouvernements au fur et à mesure qu'ils l'émettaient. Le but de tout ça, c'était d'éviter un choc financier. S'il n'y avait pas agi ainsi, on n'aurait pas avoir de crise financière en même temps que la pandémie. Donc, les banques centrales ont préféré agir plus, en faire plus que moins à ce moment-là. Puis les gouvernements aussi ont préféré en faire plus que moins, agir avec rapidité. Cependant, ça a quand même duré pendant près de 2 ans. Donc, pendant près de 2 ans, on a eu des contraintes importantes du côté de l'offre qui ont été maintenues, en même temps qu'on stimulait beaucoup la demande. Et là, éventuellement, on a épuisé toutes nos ressources excédentaires, on pourrait dire, dans l'économie, au point où on s'est retrouvé dans des situations de pénurie dans bien des secteurs. Et ces pénuries-là ont amené les pressions inflationnistes. Là, maintenant, on a la pandémie qui tire à sa fin. On a un certain retour de l'offre, un certain retour à la normale, mais ça prend du temps quand même, revenir complètement à la normale. On a encore parfois des annonces, entre autres qu'en Chine, ils confinent des villes entières. Donc, il y a encore des contraintes d'offres. Puis, on a aussi la guerre, finalement, en Ukraine qui est arrivée au printemps, qui là aussi, c'est une grande contrainte d'offre parce qu'on s'est privé, on a décidé de se priver des exportations russes, entre autres dans le pétrole et du gaz naturel, ce qui amène un profond déséquilibre sur le marché énergétique, de l'énergie fossile. C'est pas évident là, de trouver des solutions de remplacement en l'espace de quelques trimestres. Dans le monde idéal, si on pouvait construire rapidement des éoliennes, des panneaux solaires, on serait gagnant. Mais la vérité, c'est que des telles transformations, ça nécessite plusieurs années d'investissement intense. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire rapidement. Puis à court terme, on subit les contre-coups via des prix plus élevés de ce côté-là. Ces prix-là se transmettent à plusieurs autres biens et services à travers l'économie. Et là, les démarches qui sont mises en place, c'est ça qu'on parlait, c'est les 2 dernières années ont contribué à tout ça. Mais ça peut prendre combien de temps avant qu'on voit les résultats de ces mesures qui sont mises en place? Généralement, on parle de 12 à 24 mois pour voir l'effet des hausses de taux se refléter sur l'inflation. Donc, les hausses de taux ont commencé au mois de mars, mais déjà en janvier, on parlait de hausse de taux. Donc, les taux obligataires ont commencé à augmenter au début de l'année. Donc, on a déjà un 6-7 mois de fait. Okay. On s'attend à ce que d'ici la fin de l'année, on commence à avoir des effets, puis probablement même à l'automne. De toute façon, on en voit déjà dans le marché de l'habitation, là, certains effets, mais de là, ça se transmet sur le niveau des prix. Peut-être être un peu plus patient. On pourrait, par contre, avoir, entre autres, en juillet, les prix de l'essence qui ont diminué en juillet. Ce chiffre-là va être publié au mois d'août. Mais dans le chiffre du mois de juillet, il y a des bonnes chances que finalement, on voit une baisse de l'inflation. Le chiffre du mois de juin qui va être publié cette semaine, lui, il va soit montrer que l'inflation continue d'augmenter, mais le prochain mois, on devrait peut-être déjà voir une baisse de l'inflation qui va surtout provenir de la baisse du prix de l'essence. Puis donc, mais pour que les hausses de taux de la Banque du Canada fassent pleinement effet, calculé en 12 et 24 mois. Fait que ce que je constate, c'est quand même une solution qui est quand même assez rapide, là, si ça se fait à l'intérieur d'une année. Si on commence à avoir des résultats à l'intérieur de la première année. Oui, en plus qu'ils augmentent très rapidement les taux d'intérêt. C'est une hausse de 100 points de base, comme il a été annoncé la semaine dernière. On ne voit pas ça souvent, vous l'avez mentionné. La dernière fois, c'était en 1998. À une époque, dans les années 90, c'était les premières années où les cibles d'inflation étaient officiellement appliquées par les banques centrales. Elles devaient vraiment lutter contre, à chaque fois que l'inflation montrait des signes de vouloir décoller de la cible. Rapidement, les banques centrales étaient vite sur la gâchette pour ramener l'inflation à la cible. Donc, il y avait une volonté d'asseoir leur crédibilité. Ensuite, on a eu 2 décennies complètes où les banques centrales n'ont eu aucune difficulté à atteindre leur cible d'inflation. Donc, maintenant, il faut qu'ils regagnent un peu. Leur crédibilité est à nouveau menacée. Et c'est la raison pour laquelle là, ils ne veulent pas prendre de chance de miner cette crédibilité-là et d'y aller plus vite que moins vite. Donc, ils ne veulent pas prendre de chance, donc ils préfèrent y aller plus vite pour justement asseoir cette crédibilité-là. Puis, un élément qu'on n'a pas discuté,
c'est qu'un autre aspect de l'inflation qui est plus, je dirais, plus subtil, c'est toute l'histoire qu'on appelle des anticipations. Comment que les gens anticipent l'inflation. Donc, on est plus dans la psychologie, comment que les gens entrevoient l'avenir. Donc, si vous et moi, on croit dur comme fer que l'inflation va demeurer forte, ben on va tenir dur comme fer à avoir de bonnes augmentations de salaire. Puis ensuite, quand on va aller magasiner, puis on va voir des hausses de prix, puis on va les accepter plus facilement parce que dans notre esprit, c'est normal de voir les prix monter plus rapidement. OK. Et à ce moment-là, si tout le monde se met à penser comme ça, comprenez bien que l'inflation va persister plus longtemps. À l'opposé, si les gens croient dur comme fer que l'inflation va revenir à 2 rapidement, entre autres, quand ils voient la Banque centrale être aussi agressive, ben, on va être tellement moins gourmand dans nos hausses de salaire, ou encore quand une entreprise va essayer de nous refiler une forte hausse de prix, ben, on va être beaucoup plus critique, on va être un client beaucoup plus capricieux. Donc, on va magasiner plus longtemps jusqu'à ce qu'on ait le prix qui fait du sens pour nous. À ce moment-là, l'inflation augmente plus rapidement, un peu plus lentement, pardon. Donc, c'est important le jeu des anticipations d'inflation, de la psychologie. Et donc, la hausse de 100 points de base vient aussi jouer sur cet aspect-là. Donc, rentrer dans la tête des gens, là, je peux me permettre de m'exprimer ici. Donc, que ça puisse jaser là, souvent de ça autour du barbecue, puis que tout le monde, ça soit clair dans l'esprit des gens que la Banque centrale tient à revenir le plus rapidement possible à la cible de 2 Ça peut créer des belles discussions et des chicanes de famille également. C'est ça. On parlait justement de récession, que ça pouvait amener une récession. Tu parlais peut-être de 50 mais c'est pas absolument... Ça ne va pas dire que parce qu'on hausse les taux d'intérêt qu'automatiquement il va y avoir une récession. C'est ce que je comprenais tantôt. Là. Il y a un risque. Non, mais pas automatiquement. Mais c'est sûr que plus qu'on les augmente, à un moment donné, on s'entend, là, surtout les secteurs sensibles. J'ai mentionné qu'on voit déjà des signes nets de ralentissement dans le secteur de l'habitation. Si on les augmente encore plus, là, le ralentissement va être encore plus marqué. Puis ça va impacter aussi de façon plus significative d'autres secteurs d'activité. On pourrait arriver au point même que l'investissement des entreprises pourrait se contracter. Donc, c'est bien évident, plus qu'il y a de hausses de taux d'intérêt qui vont être nécessaires, mais plus qu'on augmente les chances finalement d'avoir besoin d'une récession pour amener l'inflation à 2 Mais encore une fois, si on n'agissait pas, si la Banque centrale n'agissait pas ainsi, bien, ça pourrait être pire. Okay. Donc, on va se retrouver avec une récession beaucoup plus profonde au bout de quelques années. Là. Donc, si on laissait aller durablement l'inflation à des niveaux élevés, puis les taux d'intérêt finiraient par être pas mal plus élevés de toute façon aussi. Là. Donc, si l'inflation s'installait durablement à 10 je ne suis pas certain que la plupart d'entre nous, on accepterait un taux d'intérêt en bas de 10 là. Quand on épargnerait de l'argent, on voudrait au moins qu'elle couvre l'inflation. Donc, on chercherait tous des rendements au moins équivalents à l'inflation. Donc, plus l'inflation est élevée, plus ça augmente aussi l'appétit en termes de rendement pour les épargnants. Oui, puis il faut aussi l'arrêter, cette inflation-là, parce que là, ça ne peut plus continuer à monter de même non plus. Là. Je veux dire, à un moment donné, ça va commencer à être de plus en plus difficile à faire son épicerie, à payer les choses de base. Oui, bien, qu'est-ce qui risque de se passer à ce moment-là? Une autre solution, ça pourrait dire, là, les salaires vont s'ajuster. Le problème, c'est si les salaires s'ajustent automatiquement, je comprends, c'est pas tout le monde qui peut dire que ses salaires vont s'ajuster automatiquement, là, mais on fait l'hypothèse, mettons qu'on faisait cette hypothèse-là, ben, ce qui se produirait, c'est que l'inflation, ben, on entrerait dans ce qu'on appelle une spirale d'inflation prix-salaire. Donc, les prix montent, la réponse des travailleurs, ben, on monte nos salaires, mais parce qu'on monte nos salaires, ça augmente à nouveau les coûts des entreprises, donc les entreprises augmentent à nouveau les prix, et là, on augmente à nouveau les salaires, puis on repart encore pour un autre tour. Donc, on veut éviter ça, là, des spirales d'inflation salaire. Donc, c'est normal de ne pas demander aux gens de ne pas vouloir avoir d'augmentation de salaire. Au moins, peut-être ne pas perdre de pouvoir d'achat. Peut-être les 2 dernières années qu'on a une inflation élevée, la plupart des gens vont essayer d'aller récupérer ce qu'ils ont perdu. Mais un message clé de la Banque du Canada, c'est allez pas quand même aller jusqu'à d'en demander pour les années futures. T'sais. Donc, si vous voulez aller chercher, récupérer une partie du pouvoir d'achat perdu dans les dernières années, je pense que la Banque du Canada peut être assez à l'aise par rapport à ça. Où elle serait moins à l'aise, c'est qu'on commence à négocier dans les conventions collectives des hausses de salaire de 5, 6, 7, 8 même pour les années futures, en anticipation qu'il y aura encore de l'inflation forte. C'est à ce moment-là là, que ça pourrait décrocher plus durablement au niveau de l'inflation. Et comme on discutait un petit peu plus tôt, là, je vois que les particuliers, les personnes comme nous autres, on a tous
un impact sur comment ça va se passer? Parce que notre façon de voir ça, notre façon de comprendre les choses, notre façon d'expliquer ça, notre façon d'embarquer là-dedans va avoir un impact si ça va bien marcher ou non. Je sais pas Oui, est-ce que ma c'est question ça. est C'est claire. comme je dis au niveau des anticipations, c'est ça. C'est que si les gens n'écoutent pas captent mal les signaux envoyés par la Banque du Canada ou font comme si la Banque du Canada finalement n'augmentait pas ses taux d'intérêt. On continue de toute façon. Il y a beaucoup de personnes durant la pandémie ont épargné beaucoup. Ce n'est pas tout le monde, mais il y en a, on le voit dans les taux d'épargne, ils sont quand même très élevés. C'est le taux d'épargne moyen. Donc, il y en a qui ont pu épargner beaucoup plus. Donc, si les gens décident d'utiliser cette épargne-là et de consommer cette année plus que qu'est-ce qu'ils l'auraient fait en temps normal, bien, à ce moment-là, on comprend bien qu'on stimule la demande. Et là, on retarde l'ajustement de la demande et donc on retarde le moment où l'inflation reviendrait à un niveau plus normal. Donc, oui, c'est important la façon dont les gens vont réagir dans les prochains trimestres. Donc, si les gens ont plus de modération dans leurs achats, bien, ça va accélérer la baisse des prix. Mais si les gens continuent de faire leur train-train comme si de rien n'était, à ce moment-là, ça va retarder l'ajustement sur les prix et on pourrait finalement se retrouver avec des taux d'intérêt plus élevés à ce moment-là. Donc, ce n'est pas le scénario qu'on préconise. J'ai quand même l'impression qu'avec une hausse de 100 points de base qui est annoncée la semaine passée, que ça va en faire réagir plusieurs d'entre nous, peut-être pas encore la majorité, mais une portion au moins significative de la population, de sorte qu'on devrait déjà commencer à avoir des ajustements au niveau de la demande dans les prochains mois. Bon. C'est sûr que ce n'est pas un dossier qui est toujours nécessairement simple à comprendre, mais qu'est-ce qui est important à retenir là, de tout ça? Bien, peut-être un aspect, si la Banque du Canada ne faisait rien, OK? Donc, si on décidait qu'on laissait les taux inchangés pour éviter une récession dans les prochains trimestres, en contrepartie, ça voudrait dire qu'on laisse aller l'inflation. À ce moment-là, on pourrait se retrouver avec un scénario dans quelques années où l'économie irait encore plus mal. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans les prochains trimestres? Donc, finalement, ça serait un scénario pire. Attendre serait pire. Okay. Il n'y a pas de solution parfaite, malheureusement. C'est vrai que la hausse des taux d'intérêt va avoir des effets négatifs sur l'économie qui augmentent le risque de récession quand même à court terme. Mais une récession, somme toute, si elle a lieu, qui serait moins grave que dans le scénario où on laissait aller l'inflation à des niveaux très élevés. Donc, on veut éviter un scénario comme le début des années 80. Ceux qui ont des parents là, qui ont vécu le début des années 80, là, par les 2 ans, comment c'était, là, c'était pas c'était des années assez austères. Là, donc, tout le monde faisait attention. Ça se gâtait pas beaucoup, là, disons, à l'époque. Donc, on veut éviter ce scénario-là. Puis l'outil qu'ils ont, la Banque du Canada, il n'y a pas 1000 façons, là, c'est le taux d'intérêt. Okay. Puis d'essayer d'influencer, avec encore une fois que le taux d'intérêt ou avec le ton qu'ils emploient, essayer d'influencer l'esprit des gens pour les convaincre là, du sérieux de la démarche puis de la nécessité de modérer la consommation là, pour revenir le plus vite possible à une inflation de 2 %. Parfait. Je pense que ça va être notre défi là, pour les prochains mois là, pour nous aider à rétablir la situation. Tout à fait. Prochain mois, prochain trimestre, on peut se donner plus que quelques mois. Oui, comme un an, on va se donner le temps, oui. Honnêtement, on ne pense pas que l'inflation va revenir à 2 % dans les meilleurs scénarios d'ici la fin de l'année. Je pense que si elle revient autour de 2 % d'ici la fin de 2023, là, ça va déjà être un grand exploit. Déjà bon. Parfait. Bien, Hendrix Vachon, vous êtes économiste principal au Mouvement Desjardins. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être venu nous expliquer. Moi, le premier, ça m'a aidé à mieux comprendre la situation, puis à mieux savoir comment ça se passe, puis on espère que ça va avoir le même effet là, pour nos auditeurs qui nous écoutent. Je suis présentement avec Aurélie Tremblay, la propriétaire de l'entreprise Complice Numérique qui se trouve à être une agence de marketing spécialisée dans le web. Bonjour Aurélie, ça va bien? Ça va très bien et toi? Ça va très, très bien, merci. J'aimerais savoir pour commencer, qu'est-ce que l'entreprise Complice Numérique? Oui, en fait, c'est une agence qu'on a bâtie en 2020.
qui vient à offrir les services aux entreprises partout au Québec pour faciliter leur visibilité sur le web. Donc, on travaille notamment avec des entrepreneurs pour améliorer leurs réseaux sociaux, les infolettes, les sites Internet. On fait aussi des publicités en ligne. On est vraiment tout ce qui touche le numérique pour faciliter la vie des entrepreneurs. Et toi, en tant que propriétaire, c'est quoi ton rôle au sein de l'entreprise? Bien, c'est sûr que présentement, on est encore une petite entreprise, fait que je fais de la gestion, mais aussi de la performance de mandat, là, de l'exécution. Donc, on touche un peu à tout. On est assez polyvalent. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font appel à vous? Actuellement, on a une trentaine d'organisations là, qui travaillent avec nous. C'est sûr que ça varie un peu au fil du temps selon des mandats plus ponctuels, comme par exemple un site web, quand c'est fini. Ouais, quand c'est fini. c'est fini. Mais on est autour de 20-30 entreprises OK, wow. En tout temps. Puis, justement, c'est quoi les services que vous offrez à ces entreprises-là? Oui, c'est sûr. On travaille pour les réseaux sociaux. Il y en a qu'on est vraiment dans la volet consultation. Il y en a d'autres qu'on est dans la mise en place, l'exécution de la gestion des réseaux sociaux complète. On fait aussi de la publicité en ligne sur différents outils. On parle de Facebook Ads, Google Ads, OK. LinkedIn, etc. Sinon, on fait aussi des infolettes, donc les envois de courriels de masse là, au contact de nos entreprises. Puis finalement, on fait de l'exécution du site web pour ceux qui veulent mettre à jour ou tout simplement fonder leur premier site Internet. Puis on fait aussi un petit peu de mandats qui sortent un peu de ces 4 gros paramètres-là, là, par exemple de la formation ou des banques de temps là, pour de la mise en ligne de contenu et tout. OK, ouais, donc vous êtes vraiment large dans le web, en fait. Exact. Puis là, vous avez ouvert cette entreprise-là en 2020. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir cette entreprise? Pourquoi l'avoir ouverte? Bien, en fait, moi, j'ai fait une maîtrise, un MBA à Québec en marketing numérique. Puis j'ai fait un retour en région. J'ai pas nécessairement la passion entrepreneuriale de base là, depuis que je suis toute petite, mais en arrivant ici, j'ai vu qu'il y avait quand même un besoin. Puis moi, c'est vraiment une passion, fait que je voulais l'offrir de base. Puis de fil en aiguille, ma clientèle a augmenté, donc on a fondé l'entreprise à temps plein là, depuis 2020 pour répondre aux services répondre aux besoins. Et en 2020, on était en pleine pandémie. Oui. Ça fait quoi d'ouvrir une entreprise en pleine pandémie, justement? Bien, c'est drôle que tu en parles, justement. Là, moi, j'ai fait mon lancement officiel le 6 mars 2020. OK. Puis le 13 mars, tout fermait. Tout fermait. Oui, mais heureusement, j'étais quand même dans le bon secteur, là, dans le sens que le numérique a explosé avec la pandémie, le confinement et tout. Tout le monde voulait être plus présent en ligne pour rejoindre leur clientèle. Donc finalement, la pandémie, ça a plus aidé que d'autres choses dans l'entreprise. Je penserais que oui. J'ai pas eu l'expérience pré-pandémie pour être capable de te faire un comparatif, mais j'ai pas été déçue des résultats là, du timing. On va revenir aux services. C'est quoi les services qui sont le plus demandés? Ça dépend vraiment du type de client. J'ai des clients qui souhaitent quand même rester autonomes. Fait qu'à ce niveau-là, souvent, c'est vraiment plus le volet technique qu'on vient travailler, donc la publicité, la création de sites Internet. Puis, j'ai des clients qui sont plus débordés, qui veulent vraiment se séparer de la gestion en ligne complète. Fait qu'à ce moment-là, on fait vraiment de l'animation de réseaux sociaux, on fait la gestion complète des infolettes et tout. Fait que ça dépend du besoin, du temps que l'entrepreneur a à mettre dessus. Puis nous, on s'ajuste là, à ce qu'il a besoin. Je me demandais aussi, y a-t-il des fonctionnalités sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram ou autres, qui sont vraiment importantes mais pas connues du public? Oui, bien c'est sûr que toutes les plateformes ont des outils publicitaires, des outils de gestion qui sont très poussés parce que veut pas le monde des agences de marketing numérique est extrêmement évolué. Fait qu'on a accès à des outils, mais tout le monde a accès à ces outils-là, mais ils ne sont pas nécessairement connus. Je pense notamment à la suite business là, sur Facebook où tu peux programmer tes publications, aller voir tes statistiques, voir tous les résultats que tu as eus dans les derniers mois. Donc, tu sais, c'est des outils des fois que le monde n'utilise pas beaucoup, mais qui sont pourtant gratuits et accessibles à tout le monde. Fait que des fois, c'est vraiment juste d'aller vraiment chercher le gros outil plutôt que de passer par les petits raccourcis. Ouais. C'est ça. Une de tes missions, en fait, dans cette entreprise-là, c'est vraiment de dire aux autres entreprises, regardez, ça existe, on connaît moins ça, mais c'est là. Oui, tu sais, moi, je pense que le marketing numérique,
Il y a des gens qui n'osent pas nécessairement mettre leur orteil dedans, mais pourtant, on peut vraiment simplifier ça. Il y a des outils qui sont là pour rendre ça plus facile, rendre la gestion efficace. Tu n'as pas besoin de passer 3 heures là-dessus par jour pour avoir une page Facebook qui est animée. Tu peux tout programmer d'avance, puis ça se publie, puis tu continues à faire tes autres priorités là, dans ton calendrier. Les réseaux sociaux, ça peut être plus simple qu'on le pense. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est simple, puis c'est quand même très efficace aussi. Là, fait que, il y a moyen de balancer ça dans son quotidien. C'est sûr que ça reste un engagement à entretenir, mais ça peut être plus simple que prévu. Bien, justement, je me demandais, parce que, tu sais, les réseaux sociaux, ça fait partie intégrale de nos vies à cette heure. Juste sur notre téléphone, on a tout, tu sais, des réseaux sociaux. Mais malgré tout, ça prend encore des entreprises comme la tienne pour aider les gens avec les réseaux sociaux. Pourquoi, justement, les réseaux sociaux, c'est si simple d'accès, mais en même temps, ça peut être compliqué pour oui, bien, c'est sûr que ça dépend toujours du niveau d'implication que l'entreprise souhaite avoir. Okay. On a des entreprises, des entrepreneurs qui se disent une publication par semaine, c'est assez. J'y vais vraiment juste pour informer mes clients ponctuellement, tandis qu'on a des entreprises qui veulent vraiment développer leur clientèle en ligne, qui veulent créer des engagements, favoriser la fidélisation et tout. Fait on a quand même les deux paliers. On peut y aller super simple, sans trop nécessairement avoir besoin d'engagement, comme on peut faire par exemple, avec une agence, où on va vraiment aller chercher le petit plus, là, puis aller se démarquer sur la plateforme. OK. Donc, ça dépend de ce que la personne veut puis le temps qu'elle a investi. Ben oui. Donc, à la base, quand une entreprise vient vous contacte, la première étape, c'est de cibler leurs besoins, finalement. Exactement. Ça fait toujours partie des premières questions. Puis, ce qui est important pour mon entreprise, c'est quand même que le client reste autonome. Fait que si jamais ça ne fonctionne pas pour une raison ou d'une autre, on n'a pas fait des trucs que la personne ne sera pas capable de maintenir par la suite. On est vraiment dans on t'aide, on t'épaule là-dedans, mais si jamais tu veux essayer autre chose et tout, on n'est pas engagé, on n'est pas attaché ensemble là, à perpétuité. Fait qu'on est vraiment dans l'éducation puis la simplification sans rendre ça trop compliqué non plus. Vous êtes surtout une ressource. Exactement. Ouais. Puis, en quoi le marketing web est important pour les entreprises? C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a quand même d'autres alternatives là, pour faire son marketing en tant qu'entreprise. Par contre, comme tu l'as dit tantôt, les réseaux sociaux, veut pas, c'est facile de porter. C'est généralement gratuit, à moins que tu veuilles vraiment investir du volet publicitaire. Puis, ça permet de rejoindre, oui, ta clientèle actuelle, mais aussi une clientèle beaucoup plus large, dans le sens où l'autre communauté, mettons, toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux peuvent avoir de l'intérêt pour ton entreprise. Il suffit juste d'aller placer tes services et tes produits de manière intéressante. Fait que le marketing numérique, moi, je crois que c'est important parce que ça te permet d'aller rejoindre ta clientèle gratuitement. Ça te permet d'aller augmenter la visibilité de ton entreprise, d'aller travailler la relation. Tu sais, les réseaux sociaux, veut pas, c'est une relation qui est bidirectionnelle. On n'est pas juste dans l'entreprise t'annonce que ça, on veut aussi avoir le feedback des clients. C'est vraiment tous ces petits volets-là qui viennent ajouter de la valeur pour votre clientèle dans le développement de votre service client et tout. Là. Les réseaux sociaux, par contre, c'est pas toujours rose. Des fois, il peut se brasser bien des trucs. Est-ce qu'il y a des désavantages aussi? Bien, c'est sûr que comme le principal désavantage, justement, ça vient du fait que c'est bidirectionnel. Donc, on ne peut pas toujours monitorer ce que le client va nous revenir avec, les commentaires et tout. Fait que c'est important quand même d'être prêt à recevoir des critiques, à être prêt à avoir des personnes qui sont mécontentes ou qui souhaitent tout simplement détourner la conversation. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même prévoir la gestion de ces commentaires-là, malheureusement, mais en même temps, moi, je le vois vraiment comme une opportunité de s'améliorer. Tantôt, on parlait de, oui, on veut voir les besoins de la clientèle avant qu'on prenne le client de notre côté, mais on veut aussi voir sa capacité de production. Par exemple, si j'ai un client qui me dit « je veux investir des milliers de dollars en publicité », mais actuellement, son horaire de production est de 6, 7, 8 semaines, peut-être qu'on va lui dire « c'est peut-être pas le bon moment, il va falloir que tu revoies ta production pour être plus efficace, pour justement éviter les critiques en rallongeant les délais. » Ça, c'est des trucs que vous parlez avec les entreprises, avec vos clients, de cette espèce de rapport avantage-désavantage des réseaux sociaux? Oui, c'est important qu'on voit vraiment que la personne est prête, qu'elle a prévu tout ce qui va être impliqué au fait de travailler avec une agence.
puis que tout le monde soit prêt, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Là, on vient vraiment simplifier la vie, mais on reste honnête, on reste transparent sur ce que ça va impliquer pour la personne aussi. Là. Il y en a qui comprennent la totalité de la gestion, mais il y en a qui en gardent un petit peu, puis on veut que l'entente soit satisfaisante pour les deux parties. Là. Toi, je t'entends parler, tu sembles être une passionnée du marketing web. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? C'est une bonne question. Je crois que c'est beaucoup, beaucoup lié au fait que ça fait partie du quotidien. Depuis que je suis jeune, je suis sur mon téléphone. Je trouve ça intéressant de découvrir de nouvelles entreprises, de voir ce qui est créativement disponible, là, d'aller chercher des inspirations et tout. Fait que je pense que c'est vraiment le volet accessibilité, créativité qui m'a dirigée vers le marketing numérique. Ça a été un coup de cœur assez rapide pour ma part. Quelles sont, dans Complice numérique, les réalisations dont tu es le plus fier? C'est sûr que ce qu'on parle le plus souvent, c'est les sites Internet parce que c'est des vraiment très gros mandats. Ah, oui. Par contre, on a des clients avec qui on travaille, on collabore pour la gestion de leurs réseaux sociaux depuis 2-3 ans, puis c'est des vieux clients qu'on a juste continué de garder au fil des années. Fait que je pense que c'est vraiment ces clients-là là, qui me font un petit chaud au cœur là, quand je repense à mes réalisations. C'est vraiment la fidélité de la clientèle puis la satisfaction qui viennent nos services. C'est sûr, c'est sûr. Ça prend combien de temps faire un site web? Ça dépend de l'ampleur du site, oui. T'sais, on a des sites... D'abord, ça se classe en 2 catégories. Le site qui est dit vitrine, donc un site qui n'est pas transactionnel, qu'on vient vraiment juste présenter les informations. Puis on a les sites transactionnels où justement on est dans la vente, on a la transaction en ligne qui doit être traitée et tout. Fait qu'à ce moment-là, déjà, on parle d'un petit mois de différence au niveau de la conception. Mais ça dépend vraiment de l'ampleur du site aussi. Là. On en a qui sont très rapides, quelques semaines, puis c'est réglé. Ça dépend aussi de ce que le client veut. Comme je t'ai dit, on fait tout sur mesure, fait qu'on on se vausse là-dedans, on vient fixer les échéanciers aussi selon les besoins de la personne. Et là, votre entreprise est située dans la Matapédia, mais tu m'expliquais que vous aviez des clients d'un peu partout au Québec. Exactement. On tire du numérique tout ce qu'on peut, le maximum. Donc, on a des clients beaucoup dans la vallée, on en a en Matagny, mais on en a aussi à Québec, à Sherbrooke, Montréal, etc. Là, on a des belles clientèles là-bas, fait que ça reste super intéressant, puis ça fonctionne bien. Eh bien, Aurélie Tremblay, merci beaucoup d'être venue à l'émission pour nous parler de marketing web. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de votre temps. Alors, si vous voulez plus d'informations ou tout simplement contacter l'entreprise Complice numérique, vous pouvez la contacter via la page Facebook de l'entreprise ou par mail à info@complicenumérique.com. Ils ont aussi un numéro de téléphone, le 418-629-7794. C'est ce qui m'a fait à cette émission de TVC l'été. Merci d'avoir été à l'écoute et pour tous ceux qui partent en vacances pour les 2 prochaines semaines, bien, soyez prudents sur la route. Si vous avez aimé l'émission, sachez qu'elle est disponible en intégrale ou par segment sur notre chaîne YouTube. Bonne semaine tout le monde, à vendredi prochain.